Souvenez-vous de l'été 2008. Le baril de pétrole dépasse 140 dollars. Partout, on annonce la fin du pétrole. Les réserves s'épuisent, dit-on. Et le baril filera bientôt vers 200 dollars. Quelques mois plus tard, la crise financière éclate et le même baril retombe vers 40 dollars. Puis arrive le 20 avril 2020. Ce jour-là, il se passe quelque chose qu'aucun manuel d'économie n'avait prévu. Le baril américain passe sous zéro. Moins 37 dollars. Autrement dit, on payait les gens pour qu'ils partent avec le pétrole. Alors, posons la question simplement. La Terre a-t-elle perdu les 2 tiers de ses réserves entre l'été et l'hiver 2008? Le pétrole est-il devenu plus abondant que l'air en avril 2020? Non, bien sûr. La quantité de pétrole sous nos pieds n'a presque pas bougé. Pourtant, le prix du pétrole, lui, il était sur les montagnes russes. Et c'est là que se cache une erreur qui coûte cher. L'erreur, c'est de croire qu'un prix mesure la rareté d'une chose. De croire qu'un prix vous dit ce qu'une chose vaut vraiment. Les deux sont faux. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le pétrole rend cette idée évidente, mais elle s'applique à tout ce que vous détenez. Le pétrole est l'exemple parfait. Pourquoi? Parce qu'il est physiquement limité. Il y en a une quantité finie sur la planète. Donc, notre intuition nous souffle une chose simple. Plus on en consomme, plus il devient rare. Et plus il est rare, plus le prix doit monter. C'est logique, c'est mécanique, c'est rassurant. Le problème, c'est que les graphiques racontent une autre histoire. Choc pétrolier des années 70, prix au plancher dans les années 80 et 90, flambé jusqu'en 2008. Effondrement entre 2014 et 2016 avec le pétrole de schiste, crash du Covid en 2020. Ces mouvements sont bien trop rapides et bien trop violents. La géologie des réserves, elle bouge lentement sur des décennies, donc le prix ne suit pas la rareté, il suit autre chose. Avant d'aller plus loin, une précision utile. Tout ce que je détaille aujourd'hui sur la différence entre le prix et la valeur, je l'ai condensé dans une formation gratuite par mail. 7 jours, une leçon par jour que vous appliquez directement à votre propre portefeuille. Le lien est en description, c'est gratuit et vous vous désinscrivez en un clic. On continue. Mais avant de démonter cette idée reçue sur la rareté, soyons honnêtes avec elle, parce qu'elle n'est pas idiote. Les médias la répètent et ils ont une part de raison. Une ressource finie, avec une demande qui grimpe, avec l'industrialisation du monde par exemple. Oui, à court terme, ça tend le marché et ça pousse les prix vers le haut, mais quand l'offre ne suit pas la demande, le prix monte. Personne ne peut nier ça. Et c'est justement parce que c'est en partie vrai que le raccourci survit. Le raccourci, c'est rare donc cher. La formule est commode. Sauf qu'on s'arrête là. On confond une tension passagère entre offre et demande avec un épuisement de la planète. Et on en tire une conclusion dangereuse pour un investisseur. Si c'est rare, ça finira forcément par monter. C'est ça la croyance. Alors, regardons ce qui fait vraiment bouger le prix du pétrole. L'économiste James Hamilton a publié des travaux pour le NBER, le Bureau de recherche économique américain. Sa conclusion est claire. L'essentiel des variations vient de la demande mondiale, de la rigidité du marché à court terme, des décisions de l'OPEP et des anticipations. Un mot sur l'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Elle fixe des quotas pour orienter les prix. Son influence est réelle, mais elle varie beaucoup selon les périodes. La traduction en bon français, 2 périodes avec la même rareté physique peuvent afficher des prix totalement différents, juste parce que la politique a changé. Prenons maintenant la rigidité du marché. On ne change pas un parc automobile ou une flotte d'avions en 3 mois. Donc un petit déséquilibre entre offre et demande provoque parfois une énorme variation de prix. Et pendant ce temps, la rareté, elle, n'a pas bougé d'un pouce. Et voici le paradoxe dont personne ne parle. Sur plusieurs décennies, les réserves prouvées de pétrole ont augmenté, alors même qu'on en consommait de plus en plus, grâce à de nouvelles techniques, à une meilleure exploration, à des coûts en baisse. Le Fonds monétaire international parle d'une rareté économique, pas d'un épuisement imminent. La Caixa Bank Research va plus loin et décrit un pétrole bon marché mais rare. Donc la rareté géologique et le prix vivent chacun leur vie de leur côté. Mais alors, si ce n'est pas la rareté qui fixe le prix, qu'est-ce que c'est qui fixe le prix? Pour répondre, faisons un détour par une école de pensée née à Vienne au 19e siècle. On l'appelle l'école autrichienne d'économie. Ses figures les plus notables, c'est Karl Menger, puis plus tard Ludwig von Mises. Leur idée tient en une phrase. Une chose n'a pas de valeur en elle-même. La valeur naît du jugement que chacun porte sur l'utilité de la prochaine unité pour ses propres objectifs. Je m'explique. Prenez l'eau et le diamant. L'eau est vitale.
Le diamant ne sert à rien pour survivre. Pourtant, le diamant coûte bien plus cher. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'utilité totale, c'est l'utilité de l'unité suivante. Quand l'eau coule partout, le prochain litre ne vaut presque rien. Et le même baril de pétrole n'a pas une seule valeur. Le raffineur, il va y voir une matière première, l'investisseur, un actif financier, un gouvernement va y voir une ressource stratégique. Trois personnes, trois évaluations. Donc le prix, c'est juste le taux auquel ces gens acceptent d'échanger ce baril contre de la monnaie à un instant donné. On est loin de la vieille idée d'une valeur fixée une fois pour toutes par le coût de production. Et là, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a vacciné contre l'erreur dont je viens de parler. En 2017, un voisin m'explique qu'il a multiplié son capital par 10 en crypto. Son argument, c'est mathématiquement rare. Il n'y en aura jamais plus qu'un nombre fixé, 21 millions. Donc forcément, ça monte. Vous reconnaissez la phrase? C'est exactement le pétrole est fini, donc ça monte. Le même raisonnement transposé. 2 ans plus tard, je le recroise. Il avait tout perdu. Pire, il avait emprunté pour doubler la mise, persuadé que la rareté le protégeait. Et la rareté n'a rien protégé du tout. Ce jour-là, j'ai compris une chose qui m'a plus jamais quitté. La rareté ne crée pas la valeur. La rareté sans demande réelle et durable, ce n'est qu'un beau récit qu'on se raconte au moment d'acheter trop cher. Et c'est précisément là qu'on se retrouve coincé, vous et moi. Parce qu'une fois qu'on a compris que le prix n'est pas la valeur, on arrive à un mur. Le prix d'un actif monte et on ne sait pas si c'est une vraie tension de fond ou un simple récit du marché. Il baisse et on ne sait pas si c'est une bonne affaire ou le début de la chute. Chaque histoire de rareté semble convaincante sur le moment. Le pétrole hier, la crypto avant-hier, certaines stars de la cote aujourd'hui. Donc on a l'impression de n'avoir aucune prise. Et puis, il y a une question simple qui débloque tout. Au lieu de demander ce prix est-il juste, une question sans réponse, on n'a qu'à en poser une autre. Quel monde ce prix est-il en train de supposer? Quand le baril était à 140 dollars, le marché supposait une croissance mondiale sans fin et une offre incapable de suivre. Quand mon voisin achetait sa crypto, le prix supposait que la rareté suffirait à elle seule. À chaque fois, le prix contenait une hypothèse sur l'avenir. Donc la vraie compétence d'un investisseur n'est pas de deviner le prix de demain, c'est de lire l'hypothèse cachée dans le prix d'aujourd'hui et de décider si vous la trouvez crédible, cette hypothèse. Concrètement, ça donne 3 réflexes. Premier réflexe, on sépare le long terme et le court terme. À long terme, compte la croissance mondiale, la transition énergétique, la technologie. À court terme, joue l'OPEP, un choc géopolitique, des flux d'argent, de la spéculation. Confondre les deux, c'est prendre un soubresaut passager pour une tendance de fond. Deuxième réflexe, on traite une matière première comme une action. On ne demande pas est-ce que ça va monter. On demande à ce prix, quel scénario de marché achète-t-il et suis-je d'accord avec lui? Troisième réflexe, on raisonne en scénario, pas en prévision. Transition rapide, transition désordonnée, statu quo, 3 mondes possibles, 3 fourchettes de prix et un positionnement de son portefeuille qui survit dans plusieurs scénarios, pas un pari unique. 3 choses à retenir. 1. Le prix du pétrole reflète une rareté économique faite de demande, de politique et d'anticipation, pas un compteur géologique. 2. La valeur est subjective, donc aucun prix ne mesure parfaitement ce qu'une chose vaut. Troisième chose, votre travail n'est pas de prédire le prix, il est de lire le monde que ce prix suppose. Ce qui change dès votre prochaine décision, c'est votre regard. Vous ne verrez plus jamais un actif rare de la même façon. Vous verrez le récit qu'on essaye de vous vendre et vous saurez le séparer des vrais fondamentaux. C'est exactement ce que la plupart des investisseurs ne font jamais, même après 20 ans de marché. Retenez l'image. Un prix, c'est une photographie, pas une radiographie. Il capte la surface à un instant, jamais la structure en dessous, parce que la valeur n'est pas dans le baril du pétrole, elle est dans la tête des gens. Si vous voulez la méthode complète pour distinguer ce que vous payez de ce que vous possédez vraiment, la formation gratuite par mail en description reprend tout, étape par étape. 7 jours, cette leçon courte, vous y entrez une fois et vous gardez les réflexes à vie. Autrement, quel actif détenez-vous aujourd'hui parce qu'on vous a dit qu'il était rare sans avoir jamais vérifié ce qu'il vaut vraiment? Dites-le en commentaire, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Et si vous avez apprécié ce raisonnement autour de la rareté, je vous recommande ma vidéo sur les actifs anti-crise et le blocage du détroit d'Ormuz. L'image apparaît à l'écran.